L'élection présidentielle de 2025 fait déjà couler des vagues. À l'instar de celle de 2008, on n'avait jamais vu les Camerounais se mobiliser et prendre conscience, tout comme aussi en 1992, de vouloir changer. Face à la mobilisation, vous avez dû constater que le ministre de l'administration territoriale, l'homme baptisé Moulinette, a décidé d'écraser l'opposition comme des condiments. En fait, la campagne lancée pour l'inscription aux listes électorales ressemble à ce qu'on peut dire le piment jeté dans les yeux du régime qui a souvent profité pour fermer les yeux, pour décourager les populations d'aller voter. Regardant l'ampleur que prenait déjà cette campagne, Elekam a commencé à freiner les ardeurs des Camerounais. Maurice Kamto avait d'ailleurs fait, le 26 dernier, une sortie pour décrier Elekam et même jusqu'à demander la démission de celui qui en est le patron. Elekam a commencé donc, comme vous avez écouté Aman Mana, à ne plus faire que les portes soient ouvertes pour les inscriptions aux listes électorales. Éric Essoussé, donc, Moïse Kamto a demandé la démission en tant que directeur général de l'ECAM, a été convoqué au ministère de l'administration territoriale. Comme s'il était un sujet d'Atanganji. Pourtant, on nous dit que l'ECAM est un organe indépendant. Et même en convoquant l'ECAM, aucun représentant de l'opposition. Tout à huis clos. Pourquoi faire? Certainement pour leur dire, l'heure est grave, commençons à mettre en place les nouvelles stratégies de fraude électorale pour que 2025 ne nous surprenne pas au regard de la mobilisation des artistes, des activistes, des hommes politiques, de la société civile. Un communiqué a été publié à la sortie de cette audience, où Atanganji considère désormais ceux-là qui vont de ville en ville, de rue en rue, demander aux populations, conscientiser que une élection, un vote, l'inscription sur des listes électorales est un devoir citoyen. Dans une société normale, on devrait applaudir des Camerounais par rapport à cette mobilisation. Mais Atangani dit, ça suffit. Si je vous vois encore dans les rues en train de dire aux gens d'aller s'inscrire, si je vous vois encore en train de mobiliser, je vais dire tentative de déstabilisation, appel à la rébellion. Enfin, c'est de ça qu'on m'avait aussi accusé. Incitation à la révolte. On va donc arrêter certainement les bénévoles qui s'adonnent à cette mission de sensibilisation par rapport à ces populations qui ne connaissent même pas où, quand, comment se passent les inscriptions. Et cette sortie montre que le régime Biya est en train de paniquer, est en train de se craqueler, et aussi en train de montrer sa vulnérabilité. Le régime Biya a profité toujours des mêmes ingrédients pour passer. C'est quoi?
décourager les Camerounais à se présenter nombreux au vote. En 2018, sur les 6 millions inscrits sur les listes électorales, à peine 4 millions avaient pris part à cette élection. Et quand on regarde justement la répartition, on se rend donc compte que Paul Biya a eu à peine 2 millions. 2 millions de Camerounais sur 30 millions. Donc les Camerounais n'en veulent pas. Il n'est pas si fort, malgré tout ce qu'on peut nous dire. En réalité, Biya a été élu, malgré la fraude, sur un système qui est basé sur le découragement, le boycott. Parce qu'il est facile, quand on boycotte, de prendre le peu de suffrages qui ont été exprimés pour les détourner. Mais si 10 millions, 15 millions, 20 millions de Camerounais décident d'aller voter, le régime Biya sera plus qu'en difficulté. Et d'où la sortie de Tanganyika. Il faudrait expliquer déjà que, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, que voter n'est pas la solution. On n'a pas les armes. Qu'est-ce qu'on va proposer au peuple? Donc on va laisser Paul Biya, il restait là toute une vie. Et puis son fils, après son arrière-petit-fils, parce qu'on va juste dire, le vote, ça ne servira jamais à rien. Et pourtant, ce régime a failli être ébranlé parce que l'opposition s'était unie derrière Frondi. Et nous étions en 1992. Dans cette élection, malgré sa grande machine, Paul Biya avait été déclaré vainqueur à 39%. De l'autre côté, Frondi, malgré qu'on ait eu à voler ses suffrages, avait eu 35,9%. Et à côté, il y avait Béro Bouba Maïgari, qui avait plus de 12%. Donc, si l'opposition même présentait déjà une voix unique, Paul Biya était battu. Paul Biya, contrairement aux vraies démocraties, a donc introduit à minima et surtout en gros format, à minima la démocratie, en gros format la fraude électorale. Où, selon son code, taillé par lui, alors que les autres pays vont souvent à 2 tours, au Cameroun c'est 1 tour. C'est-à-dire que si Paul Biya obtient 9%, seulement 9%, et Momo, qui se transforme en opposant, obtient 1% au premier tour, direct, Paul Biya est déclaré vainqueur au Cameroun. On ne voit pas ça ailleurs. Même au Tchad, il y a un deuxième tour. Mais au Cameroun, on vous dit que Paul Biya, en 92, malgré la tricherie, a été élu. C'est comme si on vous dit que vous passez en classe supérieure avec 6 de moyenne. Paul Biya a donc obtenu 39%. 39. C'est-à-dire qu'il a eu 39 sur 100. Vous pouvez voir un élève qui passe son examen avec 39 sur 100 au monde, Paul Biya. Quand on vous parle de 71%, c'est parce que les Camerounais ne sont pas partis voter. On vous fait comprendre que dans tout le Cameroun, là, malgré tous les bruits, il a divisé les Camerounais. Il sait que nous sommes près de 290 ethnies. Il choisit chacun dans le village. Il te donne à manger. Il dit que c'est toi qui vas tricher là-bas. Il va encore prendre quelqu'un d'autre. Dans chaque ethnie, c'est comme ça que Paul Biya a fait. Malgré tout, ce qu'il peut donner comme les sardines, du pain, quelques bouts de pagne, il n'a pas dépassé, il n'a jamais atteint 3 millions de suffrages exprimés.
C'est donc un président impopulaire. Les Camerounais n'en veulent plus. Et Atamendi, voyant donc les Camerounais se mobiliser, veut vous décourager. La première des choses qu'ils ont voulu nous mettre dans la tête, c'était que Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle parce qu'il a boycotté les élections municipales et législatives. Donc le MRC n'a pas de représentant. Et puis nous ont brandi l'argument qu'il faudrait avoir la signature de 300 personnalités. Donc Maurice Kamto, dans tous les cas, ne pourra jamais être candidat à l'élection présidentielle. Mais ils ont été surpris que lors de ces sorties, Maurice Kamto vous affirme avec une sérénité inébranlée qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il en a la certitude. Pour que vous n'ayez pas le doute, sur quoi s'est-il basé? Est-il en train tout simplement de nous amener en bateau? Il faut donc se baser sur des lois du Cameroun. Et sur ces lois du Cameroun, je vais donc vous lire et vous prouver qu'il y a bien des partis politiques au Cameroun qui sont représentés et qui peuvent toujours profiter à Maurice Kamto. Et il y a tous les arguments pour qu'il puisse justement se présenter. Je vais vous donner par exemple, parce que pour être représenté par un parti, il faut que ce parti-là qu'il soit représenté au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Conseil régional ou au Conseil municipal. Là, vous êtes directement investi. Vous êtes directement investi. Je vais donc essayer de vous dire les partis politiques qui ont des représentants dans ces structures-là. C'est la loi, hein? Ce n'est pas moi. Je vais d'ailleurs vous donner la loi après. Ou alors je vous donne, d'ailleurs, je peux vous donner ça. Parce que c'est en vertu de l'article 121, alinéa 2, de la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21/12/2012. Je vais vous lire d'abord les partis politiques qui sont donc représentés au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Conseil régional ou encore au Conseil municipal. Et alors, RDPC de Paul Biya, il ne peut pas accepter présenter Kamto puisqu'ils ont déjà leur candidat, Paul Biya. Il y a l'UNDP de Bello Bouba. Bon, on ne peut pas beaucoup espérer. Il y a le SDF. On ne peut non plus espérer puisqu'on sait que Joshua aussi, c'est leur allié, l'allié du RDPC. Il y a le PCRN de Cabral Libi. Il est de quel côté? On continue. Le 5e parti, l'UDC. 6e parti. Je dis bien représentant dans ces structures-là. C'est le FSNC. Peut-être vous ne connaissez même pas ce parti-là. Enfin, on ne les entend pas beaucoup parler. Le 7e parti, c'est le MDR. Et d'ailleurs, dans ce MDR-là, vous constatez pourquoi est-ce que Maurice Kamto est en train de vouloir récupérer certains partis, comme le PCRN de Kona, qui avait présenté Cabral Libi. Aujourd'hui, il veut mettre son individu là-bas à la même manière qu'au MDR, il avait imposé, comment on appelle, Tassi Tigana. Ça, c'était une parenthèse. Le 8e parti, c'est l'UMS. 9e, NDP. 10, MPCN. Enfin,
j'essaie aussi pas seulement de vous donner les sigles, je vous dis à peu près ce que ça signifie. MPCN, c'est Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau. 11. MCNC, c'est le parti qui est le Mouvement Citoyen National Camerounais. 12. Le PAL, c'est le Parti de la Rénovation Sociale. 14. Univers, Union Nationale pour l'intégration vers la solidarité. 15. MP, Mouvement Progressiste. 16. FDC, le Front des démocrates camerounais. Et puis, 17, Manidem. Il y a même le 18. C'est le FCC. C'est un parti qui a un député, mais qui n'a pas bénéficié des financements parce que, bon, qui a été légalisé un peu là tard, mais bon. Le président de ce parti, même si lui-même personnellement s'est présenté, mais il s'est présenté sur une liste du SDF. Mais ce parti existe bel et bien. Donc vous voyez donc que, contrairement à ce que certains veulent vous décourager, que peut-être il n'y a que 3 partis. Il n'y a pas que 3 partis au Cameroun qui sont représentés à l'Assemblée, qui sont représentés au Parlement, qui sont représentés au conseil régional, au conseil municipal. Non, c'est 18. 18. Il faudrait donc que le régime Biya prenne tous les 18 partis d'abord, dire que vous tous, vous devez seulement être avec moi, officiellement. Sans oublier que Nietzsche est encore là. Nietzsche est là. Et il est en parti. Bon. Même si son parti n'est pas représenté comme certains veulent nous faire croire, chacun de nous connaît également qu'il est député. Je vous parlais de la loi de l'article 121, alinéa 2. Aussi, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, au conseil régional, conseil municipal, doit remplir les conditions prévues à l'article, voilà, ci-dessus, applicable aux candidats indépendants, à savoir être présenté par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions du Cameroun, donc à raison de 30 signatures par région. Mais cependant, il faut préciser que comment s'obtiennent ces signatures et qui peut faire ces signatures. Il faudrait que la personne ait la qualité de membre du Parlement, membre de la Chambre consulaire, membre du conseil régional, membre du conseil municipal, ou même chef traditionnel premier degré. Mais ces personnalités, chacune d'entre elles ne doit avoir qu'une seule signature pour un parti. Donc, il y a des ouvertures. Il ne faut donc pas vous décourager. Parce que ce régime, s'il ne se sentait pas en danger, à Tangan, je ne dois pas faire de sortie. C'est vrai que j'ai vu ma soeur qui a fait une sortie qui me paraissait un peu, je ne sais pas, bon. Ça créait des doutes. Parce que je sais que je la considère comme une femme à la pointe, ayant une crédibilité, ayant une probité. Maxilienne Gombe.
À cette sœur, je continue à lui dire que peut-être sa sortie peut décourager ou peut-être peut dire qu'il n'y a aucun espoir. Mais même en médecine, lorsqu'il vous reste une chance, il faut la saisir. J'ai vu Ngombe écrire ceci, je vais essayer de retrouver ce qu'elle a écrit. Lorsque certains militants ou sympathisants du MRC, qui aussi, parfois certains sont très violents, et ce n'est pas ça la politique. Elle a répondu, Aka, le populisme des alliés, des clans au pouvoir, nous laisse à 36 degrés. On ne va pas descendre dans la boue. Il n'y aura rien en 2025. Never give up. Fin de citation. Je ne partage pas cet avis. On ne peut pas dire qu'il n'y aura rien en 2005 lorsqu'on sait, par exemple, que en 1992, ça a chauffé parce que les Camerounais s'étaient mobilisés. C'est en train de changer de partout. Comment peut-on nous dire que le vieux lion est denté, en agonie? Que lui, il doit toujours être vainqueur sur tapis vert. Alors il ne faut donc jamais aller l'affronter. N'est-ce pas une façon d'être lâche? Que de laisser faire, d'attendre que Dieu vienne intervenir pour nous? Qu'on sache que c'est à travers une élection, une mobilisation des populations au Gabon, que Oligui Nguema s'est retourné contre Ali Bongo. Le régime Biya est soutenu uniquement par l'armée et non par les populations, qu'on ne nous mente pas. Dès que l'armée va sentir des Camerounais se lever, et d'abord, puisqu'il y a bien beaucoup de frustration dans cette armée, qui vous dit qu'ils vont continuer à protéger ce régime-là, qu'ils vont continuer à tirer sur des populations. La Constitution nous donne l'opportunité de manifester. Et souvent, ces manifestations, on fait partir les pires dictateurs, comme Blaise Compaoré. Lorsque l'armée et la police vont se retrouver devant des Camerounais déterminés, qui ont défendu leur droit de vote, leur bulletin, qui se sont déplacés massivement, sous le soleil, sous la pluie, qui ont fait des sacrifices, lorsqu'ils seront dans la rue, vous croyez que l'armée camerounaise va tuer tous les Camerounais? S'ils sont 7 millions, 10 millions? Non. Aucune armée n'a vaincu son peuple. C'est pour cela que je continue à dire à ce peuple de se mobiliser. La preuve, c'est que tant que les activistes, la société civile, la diaspora restaient tranquille, il n'y avait pas d'inscription. Mais maintenant, subitement, dès que la diaspora a annoncé une marche pour le 18 mai 2023, on apprend maintenant que oui, il y aura l'ouverture des inscriptions dans les ambassades, il faut avoir la carte consulaire. Là encore, ceux qui sont ici vont dire non, ce n'est pas ça la règle. D'autres disent qu'il faut d'abord avoir des papiers de la France ou de l'Allemagne ou des États-Unis avant d'aller voter. Donc si vous n'avez pas les papiers français, vous n'êtes plus Camerounais. « 2025, c'est un tournant pour notre histoire. Et nous ne devons pas manquer ce tournant. Nos parents, nos ancêtres, nous ont montré que rien n'est acquis.
Mais ils n'ont jamais baissé les bras. Atanganji peut faire tout ce qu'il fait là, tous ces bruits-là. Mais il oublie une chose. Ça ne va pas effrayer les Camerounais. Comme on interdise tel ou tel parti, est-ce que ça avait fait que l'UPC meure à jamais? L'UPC a été créé en 1948. Mais le régime Ahidjo à l'époque, puisque le régime Ahidjo c'est aussi le régime Biya, la continuité, avait interdit. Quand on dit le régime Ahidjo, parce que bon, c'était les Français en fait qui dirigeaient. Parce que quand même quand on interdit l'UPC, nous sommes en 1955. L'interdiction des partis politiques, le musellement des partis politiques, vient donc de cette politique qui existe depuis 1957. C'est-à-dire, on vous interdit de militer. Donc c'est pour ça que j'interpelle les organisations des droits de l'homme, les ONG, de ne pas décourager les populations, puisque même les esclaves se sont battus aux États-Unis pour avoir le droit de vote. Il faut d'abord s'inscrire. Il faut d'abord aller voter. Le reste, on verra après. Les esclaves ne se sont pas assis pour dire vraiment, ça ne va rien nous rapporter. Oh, vraiment, il faut que ceci et ça. Non, ils ont commencé étape par étape jusqu'à ce que les Barack Obama aujourd'hui peuvent se dire, se taper le torse d'avoir été candidat et d'avoir été élu président des États-Unis. Qui l'eût imaginé? Si l'UPC, à l'époque, a cassé les pieds au régime français Ahidjo, comment peut-on imaginer qu'à l'heure d'Internet, à l'heure où le monde est devenu un petit village, qu'on n'est pas capable de mener une vraie campagne, de contrôler ses votes, de demander justement la publication des résultats, le dépouillement à l'immédiat? Comment est-ce qu'on ne peut pas être capable de se mobiliser et d'obtenir cela si on est nombreux? C'est pour cela que je continue à vous dire, n'écoutez pas les sirènes de découragement. Allons d'abord au vote. Allons là-bas. On ne peut pas être comme des esclaves qui n'avaient pas droit au vote, même en Afrique du Sud. Les Noirs se sont battus pour obtenir le droit de vote. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne sert à rien d'aller s'inscrire sur des listes électorales? Il faut d'abord demander à Paul Biya de finir ceci, de faire cela. Mais il va vous écouter? Il ne va jamais vous écouter. Il faut donc forcer sa main. Et puisqu'il n'est pas éternel, et puisqu'on ne connaît pas les lendemains, il faut être prêt à toute éventualité. Et surtout dire à Atanganji, connaît-il l'histoire? Puisqu'il ne la connaît pas, puisque c'est un analphabète chronique, puisque c'est un fait mal, et que chacun, il se base pour ses intérêts, et non même pour les intérêts de Paul Biya. C'est la même chose qui a été faite avec Mugabe, où on a vu que c'est son entourage qui lui disait que tu restes à la point finale. Mais Atanganji oublie, lui qui se croit si puissant, qu'il va écraser tout le monde comme le condiment. Il oublie qu'il n'est pas le premier ministre, le tout premier ministre de l'administration territoriale. Qu'il regarde juste dans un quartier qu'on appelle Konengi. Son prédécesseur s'appelait qui? Qui était ministre de l'administration territoriale? Qui était ministre de l'administration territoriale au moment où la Lapiro de Mbanga allait en prison? Vous vous souvenez? Amidou Marafa Yaya. Marafa Yaya est où aujourd'hui? Il a connu. Et vous entendez, c'est encore même nous qui pleurons pour lui.
Parce qu'il se croyait très puissant, indomptable. Et parce que quand on est glissé, quand on bénéficie d'un petit décret, on croit qu'on est très fort. On se souvient, à l'époque d'André Tchungi, qui pouvait parler. Et vous regardez comme ça, vous tombiez. Boum. Il était mis de la même façon. C'est lui qui avait fabriqué les histoires pour que Paul Biya passe. Mais aujourd'hui, Paul Biya fait que tous les petits biens qu'il avait même laissés à ses enfants, que cela soit saisi et vendu. Continuez à défendre Paul Biya. Mais regardez son âge. Un jour, il s'en ira. Et vous, ou alors toi, à Tanganji, tu iras vivre où? Cette chanson que je mettais au début, c'était pour vous interpeller. Vous qui êtes actuellement au gouvernement et qui travaillez d'arrache-pied pour que Paul Biya soit là, c'est l'apéro de Mbanga qui chantait. Tout le monde Kondengui, tous les ministres Kondengui. Et c'est ça qui va vous arriver. Coûte que vaille, parce que vous avez beaucoup détourné. Parce que le peuple va vous demander des comptes. Parce que vous n'avez fait que voler. Parce que vous n'avez pas le bilan. Votre bilan est néant. Et vous sortez la force pour effrayer. Vous n'allez pas continuer à effrayer le peuple. Le peuple a faim. Le peuple a soif. Le peuple voit les conditions de vie se dégrader. Vous n'allez pas étouffer seulement Maurice Kamto. Parce que même ce qu'il dit, on peut l'écouter à travers des réseaux sociaux. Parce qu'il parle de la vérité. Vous avez échoué plus qu'à idiot. Écoutez. Écoutez votre bilan. Je vais chercher. Imaginez qu'on fabriquait des motos à un moment où la Chine ne savait pas comment on fabrique les motos. On fabriquait les motos BB à Douala et les vélos Solex. Mais ça n'existe plus, c'était Amadou Ahidjo. Il y avait la Sofibel à Belabo. Il y avait une pléthore de sociétés de développement. Tout ça, nous le lui devons. Et on ne peut pas tout simplement, pour je ne sais quelle raison, mettre sa mémoire entre parenthèses. J'ajoute qu'il est extrêmement important de le faire pour la suite de l'histoire politique de notre pays. Personnellement, je n'accepterai pas. Si M. Biya devait quitter ce monde avant moi, je n'accepterai jamais que l'on bafoue sa mémoire. Je l'ai dit et je le répète ici. Et nous devons construire un pays sur des fondations solides. Les briques se posent au-dessus d'autres. On ne commence pas à chaque fois à partir du néant. Il est donc important que nous, en tant que nation, collectivement, nous nous ressaisissions. Peut-être faut-il d'ailleurs qu'il y ait une démarche collective pour demander que l'on ramène au Cameroun les restes d'Amadou Ahidjo. Ce reste n'appartient pas à sa famille. Quel est l'enjeu du rapatriement de la dépouille? C'est à la fois sur le plan symbolique de faire connaître aux jeunes Camerounais qu'il y a eu un premier président depuis l'indépendance avant celui qui a assumé les fonctions actuelles du président de la République. Dans les conditions sur lesquelles on reviendra, il y a des accords de légitimité entre lui et moi-même, mais qui assume de facto les fonctions actuelles du président de la République. Il est donc important que la jeunesse camerounaise le sache. Mais aussi parce que, je le souligne, Ahidjo a été un modèle en termes de construction nationale et de développement économique et social. Avant le départ d'Amadou Ahidjo, notre pays était parmi ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires. Tranche inférieure, mais était en train de passer à la tranche supérieure, ce qui veut dire qu'à l'horizon de 40 ans, nous serions aujourd'hui un pays développé.
Moi, je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller comme un avion, voire comme une fusée, et je suis en train de le voir cracher. Je n'avais pas, dans mes pires cauchemars, imaginé que je ferais ça de ma vie. Ne serait-ce que pour cela, il faut honorer la mémoire d'Amadou Ahidjo et cesser de dire que c'est une affaire de sa famille. C'est une affaire de notre nation. Demain, si j'étais en capacité de gouverner, Que feriez-vous? Oui, je construirais ce que j'appelle la grande maison de la mémoire, où on va déposer les cendres de ceux qui ont assumé ce genre de fonctions au Cameroun. À commencer bien entendu par Amadou Ahidjo, ceux qui suivront, peut-être d'autres d'ailleurs. Et pas que les politiques, il y a aussi les hommes de culture et les hommes de science. Il faut que nous ayons de la mémoire. C'est comme ça que les grandes nations se construisent. Professeur Maurice. Vous avez pas mal d'autres émissions. Oui. Vous avez une relation quand même? Je n'ai plus rien à ajouter sur ce sujet parce que vous avez écouté le professeur Maurice Kamto. Ça vous donne envie de changer d'air. Et changer d'air veut dire avoir son bulletin. C'est ça l'ascension. Ce n'est pas Biya qui est le père du Cameroun. Ce n'est pas sa propriété privée. C'est notre pays à nous tous. On est tombé. On est tombé. Très bas. Pour se relever, c'est pas avec les bras cassés.